Patrick de Cambourg, bonjour. Bonjour William. J'ai le plaisir de te recevoir aussi aujourd'hui dans le cadre des entretiens de l'Académie, non pas dans ta qualité de président de l'ANC, l'autorité des normes comptables, j'ai eu le plaisir de figurer sous ta présidence, mais en tant qu'auteur d'un rapport sur l'avenir de la profession des commissaires aux comptes, qui a été co-auteur avec un groupe de travail, un comité d'experts, n'est-ce pas, de très haut niveau, qui a travaillé sur la problématique qui est très actuelle de la loi Pacte, de la mesure qui prévoit de rehausser les seuils à partir desquels, de chiffre d'affaires à partir desquels on doit avoir un commissaire aux comptes ou pas. Et du coup, l'impact énorme que tout le monde sait, que je ne vais pas rappeler, économiquement sur la profession et socialement sur le plan professionnel sur la profession. Et donc, tu as, avec d'autres collègues, experts, produit un rapport. Est-ce que tu pourrais, j'aimerais qu'on focalise sur les propositions de ce groupe d'experts. Alors effectivement, nous avons, dans des délais relativement contraints, c'est important de le dire, mais nous avons conduit d'assez nombreuses auditions, une trentaine, auditionné une centaine de personnes, et tout cela en 2 mois, y compris la période de synthèse. Donc ces missions ont la caractéristique d'être des missions, si j'ose dire, un peu coup de poing. C'est-à-dire qu'on a un point de départ un top départ qui nous est donné, et on a aussi un top d'arrivée moins de 2 mois après. Ouais. Donc nous avons essayé de conduire tout ça dans ce délai. Avec une donnée, un point qui nous était donné, c'est-à-dire que le relèvement des seuils était le contexte dans lequel nous devions travailler. Nous n'avions pas à analyser, on ne nous demandait pas de réfléchir à la mesure elle-même. Elle était arbitrée. En revanche, nous avions bien compris, et des échanges préalables à la création de ce comité d'experts, il résultait que le relèvement est un élément, mais c'est un élément d'un panorama beaucoup plus large. Ouais. Et la profession devait réfléchir à son avenir dans un cadre où les petites entreprises allaient se trouver dans un contexte où les seuils étaient relevés. Donc effectivement, nous avons proposé aux 2 ministres qui nous ont missionnés, M. Bruno Le Maire et Mme Belloubet, ministère de l'économie et des finances et ministère de la justice, nous avons fait 38 propositions que nous avons présentées le 2 juillet. Ces 38 propositions, on peut les reclasser selon 3 axes. Le premier axe, c'est celui de tout ce qui tourne autour de l'accompagnement en termes de sécurité, mais aussi de valeur ajoutée des petites entreprises, mais aussi des moyennes entreprises. Donc là, dans ce cadre-là, nous avons développé un certain nombre de propositions qui tournent autour de 3 ou 4 points principaux. Le premier, c'est l'idée de ne pas laisser les petites entreprises dans un univers où elles auraient à choisir seulement entre un commissariat aux comptes stricto sensu et rien. Donc l'idée avait germé, nous l'avons analysée sous tous ses angles, d'un audit légal petite entreprise. Nous avons trouvé l'idée très intéressante, nous l'avons creusée, nous l'avons peut-être un peu complétée, nous en avons donné un périmètre et une définition qui comporte trois volets dans notre esprit. Le premier, c'est que nous avons longuement débattu de cela, mais nous avons pensé qu'il ne fallait pas abandonner le côté opinion sur les comptes. Donc, on peut l'appeler certification, on peut l'appeler attestation sur la sincérité et la régularité, peu importe. Mais une opinion au sens classique du terme sur les comptes de la petite entreprise, dans cette mission audit légal petite entreprise. Deuxièmement, nous avons pensé qu'il fallait alléger le côté juridique du commissariat aux comptes, parce que celui-ci est perçu comme très formaliste et lourd par le milieu des petites entreprises, et en revanche, ajouter de la valeur
Et nous avons pensé qu'il fallait mettre un deuxième volet, qui était celui d'un rapport à destination du chef d'entreprise sur les risques. Non pas une mission d'analyse des risques, je dirais, spécifiques, mais l'auditeur qui fait bien son travail sur les comptes, il pose beaucoup de questions, il se fait beaucoup d'opinions, il observe le dispositif de maîtrise des risques de l'entreprise, et l'objectif est de rendre ce qui était implicite, explicite, par un rapport, permettant au chef d'entreprise de mesurer toute la valeur ajoutée que l'examen d'un commissaire aux comptes sur ses comptes peut apporter. Est-ce qu'il y a longtemps, on ne rendait pas compte par un rapport sur le contrôle interne oui, qui a disparu? Le fameux article 230 que tu as connu, mais et un peu promu à l'époque. Nous datons un peu, nous peut-être. Datons, oui. Voilà. Alors, donc, c'est cet esprit-là. C'est cet esprit. Et le troisième volet, c'est celui de dire, toujours dans l'esprit de rendre explicite ce qui est implicite, en fait, le contrôle des comptes porte en soi beaucoup de sécurité sur un certain nombre de domaines. Et donc, pourquoi ne pas inscrire dans cette mission la possibilité de délivrer des attestations sur des points importants? Je prends deux exemples. La fiscalité. Quand on donne une opinion sur les comptes, on s'est assuré que les règles générales de la fiscalité ont été respectées. Sinon, par définition, on ne pourrait pas donner une opinion positive. Et donc, pourquoi pas l'extérioriser? Ça n'a pas le même degré de granulométrie qu'un contrôle fiscal qui pourra descendre sur chaque facture. Mais en revanche, ça donne un niveau de sécurité qui est déjà d'un très bon niveau. Et ça devrait permettre, dans notre esprit, aux petites entreprises de démontrer, en cas de contrôle, et à l'administration de calibrer ses contrôles en sachant que ce type de sécurité existe. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était le premier axe, pour être très clair, sur les petites entreprises. Alors, ensuite, évidemment, puisqu'on a relevé les seuils, il n'y a plus de commissariat aux comptes obligatoire, il y a un commissariat aux comptes optionnel. Donc cette mission est, en tout cas dans l'esprit, optionnelle. C'est-à-dire que on a longuement débattu de ce point-là. Il y a une possibilité pour le chef d'entreprise, et dans notre esprit, selon le principe, entre guillemets, la bonne monnaie chasse la mauvaise, qui est l'inverse du principe que l'on cite habituellement, il nous semble que l'environnement devrait apprécier les petites entreprises qui opteront pour une mission de cette nature. J'ajoute que la suppression d'un certain nombre de diligences formelles, des normes peut-être adaptées. Nous avions fait une estimation d'une réduction probablement du temps nécessaire de l'ordre de 30%. Et en revanche, pour formaliser la valeur ajoutée, soit par le rapport sur les risques, soit sur les attestations, nous avions pensé qu'il fallait remettre 10%. Donc en fait, on pense qu'en moyenne, évidemment tout ça, et si on fait les choses intelligemment, mais le diable peut se cacher dans les détails, on peut probablement promouvoir sur le marché une mission optionnelle à 80%, entre guillemets, du temps nécessaire pour la mesure, pour la mission précédente, qui était peu appréciée des chefs d'entreprise, un peu lourde pour les commissaires aux comptes, parce que finalement on déclinait ce qui se faisait pour les grandes, voire les très grandes entreprises, dans un milieu qui est beaucoup plus spontané et où la relation est importante plus que le formalisme. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point qui est essentiel à nos yeux, c'est de ne pas détourner l'esprit de la réforme. C'est-à-dire que le relèvement des seuils ne doit pas permettre à des groupes qui sont constitués de petites entités d'échapper à la règle. C'est un peu le modèle Enron, si on va plus ou moins. Oui, mais il était construit pour ça. On ne peut pas y penser. On peut y penser. Voilà. Mais il nous paraît, dans l'esprit de la réforme, de dire, s'il y a un seuil qui est fixé à des niveaux européens, il faut que les groupes, en tout cas les têtes de groupe, soient soumises au commissariat aux comptes dès lors que le groupe en cumul dépasse les seuils. Bien sûr. Et nous avons ajouté, dans notre esprit c'est important, que le contrôle du sous-groupe
doit se faire comme si il y avait une seule et même entité. On ne peut pas faire de différence entre un groupe qui fait, prenons un seul des critères, plus de 8 millions de chiffres d'affaires, une entité qui ferait plus de 8 millions de chiffres d'affaires, et un groupe qui aurait 3 sociétés qui feraient chacune un tiers de 8 millions de chiffres d'affaires. Donc il faut que dans l'esprit, après il y a des modalités, et sur les modalités, nous avons recommandé d'introduire soit l'audit légal PE, soit un commissariat aux comptes pour les entités dépassant un certain niveau et donc représentant l'essentiel ou une part significative de l'activité du groupe en question. Parce que, encore une fois, si j'étais dans une seule entité avec un département qui fait par exemple 4 millions de chiffres d'affaires, eh bien évidemment que en tant que commissaire aux comptes, j'irais regarder l'activité, c'est 4 millions. Et par ailleurs, nous avons dit dans notre rapport que s'il n'y a pas de mission de commissariat aux comptes ou d'audit légal PE pour telle ou telle filiale de ce groupe, en revanche, à la diligence du commissaire aux comptes de la mer, il convient de s'assurer que l'on est dans des conditions de sécurité de l'information financière et comptable qui soient comparables. Donc en fait, il y a des diligences à déterminer du fait de la tête de groupe ou par délégation sur les entités qui seront dotées d'un commissaire aux comptes, d'un audit légal PE. Afin de faire en sorte que l'adaptation que nous recommandons pour la petite entreprise ne s'arrête pas à 8 millions de chiffre d'affaires, eh bien, nous avons fait la suggestion de revisiter les normes applicables aux moyennes entreprises, un peu dans le même esprit, pour prévenir plutôt que guérir. Tout à fait. Bon, alors Patrick, là, tu viens d'épuiser, enfin de traiter le premier volet. Tu nous as annoncé au début qu'il y avait 3 volets, et dans chaque volet, il peut y avoir bien sûr différents points. Donc là, on a épuisé le premier volet. Que tu résumerais, enfin, tu caractériserais comment ce premier volet pour simplifier? Eh bien, c'est offrir aux petites entreprises et par osmose aux moyennes entreprises, alors optionnel dans le premier cas, obligatoire dans le second, un cadre adapté aux besoins de l'économie en général et des tiers, mais aussi du chef d'entreprise. Voilà, comme tu l'as très bien expliqué. Comme on a essayé de l'articuler. D'accord. Donc là, on passe au deuxième volet. Voilà, alors le deuxième volet, c'est l'idée d'amplifier le rôle du commissaire aux comptes en tant que professionnel vis-à-vis de la sécurité de l'économie et du développement de l'économie. Alors nous avons exploré un certain nombre de secteurs nouveaux, de secteurs à développement. Il y a à l'évidence le monde du non lucratif, le monde associatif. Il y a aussi le monde du public et du parapublic, où il nous semble qu'il y a des progrès à réaliser en termes de périmètre, de couverture. Tout le monde a été d'accord sur ce principe. En revanche, dans les délais que nous avions, il n'était pas possible de rentrer dans des mesures très détaillées. Donc nous avons suggéré dans notre rapport, après un certain nombre de considérations, je dirais, où on peut à court terme améliorer le dispositif, nous avons suggéré de lancer une vraie réflexion de place sur ces sujets-là, car en fait c'est un monde beaucoup plus divers que celui de l'entreprise. Et donc, il faut faire attention aux mesures d'ordre général. Donc, par analogie, l'autorité des normes comptables vient de sortir un règlement sur le monde associatif, et nous avons mis 2 ans, très logiquement, à le discuter avec les différentes composantes de ce monde. Donc, nous nous sommes rendus compte que si nous allions dans une mesure d'ordre général, nous allions probablement être trop rapide, pas embrasser la complexité de la chose. En revanche, il y a un vrai gisement dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général. Le monde associatif, le monde public et parapublic, il y a beaucoup de progrès de gestion à faire. Je dirais même que d'une façon générale, ce qui est vrai pour les entreprises, nous l'avions fait remarquer, c'est que dans la profession, je peux faire un commentaire général, d'une façon générale,
la profession française n'a pas démérité du tout dans l'évolution des 40 ou 50 dernières années en termes de contribution à l'économie, mais j'observe, de par mon expérience internationale, qu'il y a encore des progrès possibles et qu'il y a une corrélation assez forte entre la performance économique et financière des entreprises et le degré de capacité de contribution de la profession. Et je pense que la profession dans son ensemble a une capacité contributive il y a encore du potentiel. C'est clair. Donc ce potentiel, il faut le faire émerger. Tout à fait. Donc sur ce deuxième volet, toujours, en dehors de l'aspect du monde associatif et du monde public et parapublic, nous avons fait deux suggestions fondamentales. La première, c'est, puisque nous sommes dans une démarche d'harmonisation européenne, revenir peut-être sur une disposition qui a été prise dans le système français qui alignait les interdictions des services autres que le contrôle des comptes pour les entreprises qui ne sont pas des entreprises d'intérêt public, alignées sur le caractère relativement restrictif qui a été pris par le règlement européen. Donc en fait, la France a fait un choix qui est un choix qui n'est pas le choix usuel en Europe, d'être dans une unité de vision, qu'on soit EIP ou qu'on ne soit pas EIP. Donc nous avons fait la suggestion pour le non-EIP de revenir au dispositif de risque et sauvegarde tel qu'il est recommandé par la directive européenne et de ne pas aller au-delà. Parce qu'il faut laisser respirer la chose. Et oui, et puis si on est dans une démarche qui est une démarche qui tend à la convergence européenne, sur ce point-là aussi, il nous paraissait assez logique d'essayer de converger. Et puis le deuxième point, toujours dans ce deuxième volet, sur lequel je voulais insister, c'est il faut faire du commissaire aux comptes un tiers de confiance indépendant. Donc nous avons déjà parlé des attestations. Nous pensons qu'il est important de donner un rôle d'attestateur indépendant au commissaire aux comptes, que ce soit de façon dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes, ou que ce soit de façon autonome. Notre monde aujourd'hui a besoin de certification au sens, je dirais, le plus large et pas trop restrictif du terme. Il faut bien comprendre que certifier, ce n'est pas au millimètre, mais c'est avec des seuils de signification. Et il y a de nombreux domaines. Vous avez les délais de paiement, on a parlé de la fiscalité, vous avez la RGPD, vous avez le cyber, vous avez les aspects sociaux. Il y a énormément de domaines où on a besoin de sécurité. Et sur cette sécurité, le commissaire aux comptes bénéficie d'une supériorité, entre guillemets, méthodologique, puisqu'il a l'habitude de faire ça. Il dispose aussi d'un statut qui est celui de l'indépendance qui est garanti par sa déontologie, et donc il a une voix qui peut porter. Donc le tiers de confiance se manifeste par les attestations, et il est important que l'on ouvre ce champ au commissaire aux comptes sans le restreindre à une opinion trop exclusivement, à une opinion normée que les gens... on a tous lu des rapports de commissaires aux comptes en assemblée et on a tous vu les gens perdre leur attention par rapport à ça, parce que ça a un caractère formaliste. Donc il faut faire là aussi respirer et puis décliner ce qui est de façon explicite, ce qui est implicite dans la démarche du commissaire aux comptes, et voir aller un peu plus loin lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc ça, c'est ce deuxième volet. Autour de l'intérêt général et du développement économique, amplifier le rôle du contrôleur légal. Tout à fait. Et le troisième volet, alors, du coup ? Alors, le troisième volet, c'est un volet que des anciens comme toi et moi pouvons qualifier un peu d'arlésienne. C'est l'idée de favoriser une dynamique unitaire dans la profession. Il ne s'agit pas de ne pas reconnaître les spécificités des missions. Pas du tout.
Mais en revanche, on s'aperçoit que, pour des raisons multiples, les périodes d'alignement de planètes où les deux institutions, les tutelles, allaient dans le même sens, c'est-à-dire celui de remplir au maximum, de développer au maximum le potentiel de contribution de la profession à l'économie et à la sécurité des transactions, ma foi, ces périodes d'alignement ont été, à mes yeux, trop rares. Donc, nous avons fait un certain nombre de recommandations. Les premières tournaient autour de l'idée de donner son plein champ à l'expertise comptable, puisque là aussi, je crois qu'on va vers une forme de prestation de service qui doit être la plus large possible, à partir d'un tronc commun qui est la connaissance et la maîtrise des chiffres, bon, et la maîtrise de l'élaboration des chiffres. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a pas mal de choses. Deuxièmement, il fallait aussi faire en sorte que la profession soit unitaire et la plus large possible. Il y avait deux sous-éléments qui nous ont particulièrement intéressés. Le premier, c'est de faire en sorte que tous ceux qui étaient dans le cadre du cursus commissariat aux comptes se retrouvent dans le courant principal et qu'on n'ait plus ces problèmes d'équivalence, de non-équivalence, etc. Compliqués. Et donc, nous avons prôné une assimilation rapide, parce qu'on a souvent des professionnels de très bon niveau. Ça s'est fait, comme tu sais. Je m'en félicite. L'autre point, qui est peut-être un petit peu plus délicat, mais qui peut aller, c'est que je crois qu'il y a d'abord, il y a des experts comptables en entreprise. Oui. Ces experts comptables en entreprise n'ont pas de statut au sein des organes et des institutions. De notre point de vue, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous avons recommandé qu'ils bénéficient d'un statut à définir peut-être, ou à calibrer. Mais dans notre esprit, en tout cas dans le mien, on pourra aller plus loin. C'est-à-dire, on s'aperçoit que dans les pays, dans un certain nombre de pays où justement la profession comptable contribue très largement au succès de l'économie en général. Et à la visibilité de la profession. Et à la visibilité de la profession. Il y a beaucoup de professionnels qui sont en entreprise. Bien sûr. Et alors, c'est vrai qu'après, on regarde, il faut mesurer les cursus, parce que le cursus d'expertise comptable ou du commissariat aux comptes est assez sélectif, donc il y a beaucoup de gens qui sont comptables en entreprise sans avoir fait tout le cursus, mais ils font partie de la famille, quoi. Mais ils font partie de la famille. Il faut trouver un moyen de les intégrer dans la famille. C'est la création de l'académie. Et des conversations que j'ai pu avoir avec des responsables de grandes organisations de cette nature, qui regroupent des directeurs financiers et des directeurs comptables, ils sont très ouverts. Oui. Donc franchement, cette fertilisation croisée me paraît un élément absolument essentiel du dispositif. Voilà. Et puis, dernier point que je voulais évoquer sous ce troisième volet, cette idée de dynamique collective. Nous savons tous qu'une réforme, bien sûr, il y a des arbitrages. Il y aura des arbitrages, c'est-à-dire que dans les 38 mesures, toutes ne sont pas de niveau légal, il y en a qui sont de niveau réglementaire, il y en a qui sont de niveau d'application. Donc après, il y a une coordination probablement assez complexe pour maintenir l'esprit et faire en sorte d'atteindre l'objectif. Et nous avons recommandé qu'il existe un organe de concertation. D'ailleurs, tu m'avais aidé à retrouver un texte de 1985 qui est resté lettre morte, qui crée une instance de coordination. Qui a été adoptée et qui ensuite n'a jamais été mise en œuvre, et qui apparemment a juridiquement disparu, bien qu'on le retrouve encore dans Légifrance, ce qui est absolument extraordinaire. Donc il faut sortir de ces dispositifs qui ne fonctionnent pas pour en faire un qui fonctionne. Alors il peut être sous l'obédience des pouvoirs publics, mais il peut être aussi très bien contractuellement par les deux institutions. Voilà. Et ça, à mon avis, ça me paraît extrêmement porteur, parce qu'après on intéresse tout le monde, et tout le monde met sa pierre à l'édifice. Parce que, prenons l'hypothèse que, je ne sais pas quoi, que la formation ne suive pas, ou que les normes
soit pas tout à fait en harmonie. On va se retrouver à ce moment-là dans des dispositifs non coordonnés, et c'est dommage. Il vaut mieux avoir, si on a des débats sur la mise en œuvre d'une réforme, il vaut mieux les avoir de façon concertée. Donc nous faisons cette recommandation. Maintenant, il appartient... C'est quelque chose que j'aurais dû dire et que je peux dire en conclusion, c'est qu'évidemment, nous avons travaillé 2 mois, nous avons j'ai, en particulier au nom de mes collègues, j'ai été auditionné un nombre de fois au Parlement, etc. J'ai présenté à plusieurs reprises les conclusions de ce rapport, mais après notre rôle s'arrête. Le relais est pris par les institutions démocratiques de notre pays et par les parties prenantes, c'est-à-dire l'ordre, la compagnie, les syndicats, les professionnels eux-mêmes, qui vont décider comment ils vont gérer leur futur au quotidien, à la fois au niveau institutionnel et puis au niveau de leur cabinet. Patrick de Cambourg, merci beaucoup.